Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouveau Malte Academy. Alors, avant de commencer, pouvez-vous confirmer dans la partie chat que vous m'entendez bien? Henri, si tu veux tester aussi ton micro. Oui, bonjour, vous m'entendez bien aussi? Est-ce que vous entendez aussi Henri? Est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous voyez bien la présentation? Nicolas a l'air de dire que c'est bon. Euh, que c'est bon. Donc oui, bienvenue dans ce nouveau Malte Academy. Donc enchantée, moi je suis Camille Blanc, je travaille dans l'équipe Community chez Malte. Mon rôle, c'est d'aider les freelances à décrocher leur première mission sur Malte, à veiller à leur bonne expérience de la plateforme et aussi à agrandir notre communauté, notamment de développeurs back-end dans mon cas. Donc pour le petit rappel, Malte, c'est une plateforme de mise en relation entre freelance et clients. Donc en fait, en ayant un profil sur Malte, ça vous permet d'accéder à tout notre portefeuille de clients qui vont du grand groupe à la petite start-up. Et de bénéficier aussi d'avantages, c'est-à-dire principalement sécuriser quand même votre paiement, c'est intéressant, agrandir votre réseau et aussi de participer de profiter de tous les avantages liés à la communauté pardon, et aux partenariats qu'on a notamment chez des systèmes de prévoyance et des systèmes de formation aussi. Et aujourd'hui, les Malte Academy, c'est donc quelque chose qu'on a mis en place pour permettre aux freelances en fait de continuer à se former à la base pendant le confinement, mais on va continuer ça là encore pendant quelques semaines, mais on va faire une petite pause en août et on reviendra en septembre. Donc c'est vraiment pour permettre aux freelances de se former entre eux de manière gratuite, évidemment, et en plusieurs langues. Donc aujourd'hui, ce sera en français. Donc c'est Henri aujourd'hui qui va faire la présentation pour parler de Go. Je pense que vous serez sûrement en petit comité, donc n'hésitez surtout pas si vous avez des questions, des remarques ou quoi que ce soit sur ce que va vous présenter Henri. Je serai là pour lui lire les questions et on pourra faire un point à la fin si vous avez d'autres questions sur les Malte Academy ou sur Malte en général ou sur la vie de freelance. Voilà, merci beaucoup Henri d'ailleurs d'animer aujourd'hui ce webinaire et on se retrouve à la fin. Bon Malte Academy. Merci Camille. Merci pour cette présentation. Merci à tous d'être là aujourd'hui pour cette petite présentation sur l'architecture des projets en Go. Donc moi, je me présente, je suis Henri Lepic. Donc, je suis freelance depuis au moins 4 ans et je travaille sur divers projets parce que ça fait depuis près de 8 ans que je travaille sur des projets en Go. Et donc c'est toujours un peu poser la question, surtout au tout début quand on mettait en production des projets, de voir comment comment architecturer pour avoir une maintenance la plus facile possible. Euh, donc ce que je vais faire, c'est que je vais directement aller dans le code. Je pense on va pas perdre de temps. On va pas aller dans la théorie. Je pense que tout le monde a déjà ici entendu parler du code spaghetti ou du code en lasagne. Enfin, il y a toutes les sauces. Ça passe aussi par une architecture en oignon. Aujourd'hui, on parle d'hexagone, des applications hexagonales. Donc là, l'idée, c'est justement de vous faire une présentation à partir du code source d'une application qui est avec une architecture hexagonale. C'est une petite application qui est en production et qui permet en réalité de faire des requêtes sur une base de données Oracle. Et c'est des grosses requêtes qui sont assez lourdes et du coup de mettre en cache dans une base de données Redis le résultat des requêtes pour pouvoir les servir avec des temps de réponse qui sont du coup bien meilleurs. Allons-y, plongeons directement dans le code. Donc là, on a un premier fichier. Alors, je sais pas si on voit mon écran. Tout le monde voit mon écran? On voit bien. Camille, tu peux me confirmer? Bien. C'est bon. Donc là, j'ai un petit projet. Donc moi, j'utilise Visual Studio Code. Il y a un super plugin qui est maintenu par la communauté et la core team de Go. Donc, je trouve que c'est un IDE qui est assez sympa à utiliser. Il s'est posé la question au départ quand on utilisait Go, il y avait beaucoup de gens qui venaient du Java qui nous disaient vous avez même pas d'IDE. Bon, là, on peut dire maintenant on a un IDE. Et puis, il disait aussi beaucoup vous avez même pas de framework. Alors, de temps en temps, moi, ça me faisait réfléchir parce que je voyais, il y a par exemple en PHP, il y a Symfony qui est un framework extraordinaire.
qui est tout un écosystème avec un certain nombre de librairies et de bonnes pratiques. Et c'est vrai que en Go, on n'avait pas ça. Alors dans les specs, il y a beaucoup de choses qui sont écrites, il y a beaucoup de choses qui sont expliquées sur les bonnes pratiques, sur les bonnes manières par exemple, ça va de comment définir le nom d'une variable jusqu'à comment gérer ses erreurs. Donc c'est vraiment très large, mais malheureusement, dans les specs, en tout cas en ce moment, il n'y a pas de prise de parti, du moins, sur une architecture en particulier. Donc c'est vrai que d'un projet à l'autre, il pourrait y avoir plusieurs types d'architecture plus ou moins adaptées. Et là, moi, je vous ai concocté un petit exemple pour que vous puissiez voir quand même quelque chose qui peut très bien fonctionner avec une API et qui est vraiment facile à maintenir. Et moi, que j'aime particulièrement dans le sens où on peut basculer en développement local jusqu'à un développement en production de manière assez simple et grâce notamment, là on va le voir, à des variables d'environnement. Alors les variables d'environnement que j'utilise là permettent de définir avec une structure des données par défaut. C'est assez pratique quand on n'a même pas besoin de setup localement des variables d'environnement et le projet peut, dès qu'on a fait un clone du projet, on peut le lancer directement. Donc je trouve que c'est un des trucs sympas dans un projet, c'est de pouvoir éviter d'avoir trop de dépendances, d'avoir trop de Docker, d'avoir trop de variables d'environnement en tout cas à définir au préalable. Je trouve que c'est génial de pouvoir lancer clé en main un projet. Alors il y a beaucoup d'outils justement qui permettent de faire ça, de gérer les variables d'environnement. Viper est un bon outil, celui-là aussi. Voilà. C'est après chacun son goût, chacun ses couleurs. Là l'idée, justement là on le voit en fait dans les constantes d'environnement de variables que je crée. Il y a local et production. Il pourrait y avoir d'autres variables d'environnement, on pourrait dire staging, on pourrait dire testing, ce genre de choses. Pour l'instant, là, c'est une application relativement simple avec à peu près 2000 lignes de code, donc c'est quand même relativement... c'est une petite application, mais qui est très pratique. C'est comme un peu un middleware pour la base de données qui permet de répondre plus rapidement. Donc là, on voit juste le fichier main qui est vraiment très très simple. Donc au niveau des dossiers, si on revient sur l'affichage de la structure des dossiers, alors je vais vous montrer, c'est ce qu'on a sur le côté là, à gauche. Donc j'ai effectivement dans ma racine de projet, j'ai ce fichier main qui est le seul fichier en Go. J'ai pas d'autres fichiers en Go que j'utilise. Du coup, ça me permet de faire directement un build ou un run directement à partir de ce nom de fichier. Souvent, enfin même je dirais tout le temps, on utilise aussi un makefile. Alors ça, c'est justement quand on a des Docker. Là, j'utilise un Redis et je mock une base de données Oracle. Donc la base de données Oracle, en fait, j'utilise des maps pour essayer de la simuler, mais j'ai pas besoin de plus. J'ai pas besoin de Docker pour la base de données. J'ai juste besoin d'un Redis pour que ça réponde à peu près comme un Redis. Donc le makefile me permet justement de monter le Redis si j'ai besoin. Et c'est à peu près tout. Donc là, on voit, il y a les modules, les Go modules. Hein. C'est pour partager d'un utilisateur à l'autre facilement le projet. Hein. On peut récupérer justement les dépendances dans sa bonne version. Et ensuite, alors j'ai cette structure hexagonale. Donc avec le cache qui est mon gestionnaire de cache. Ici, on voit, j'ai à la fois Memcache et Redis. Alors, pourquoi est-ce que j'ai Memcache? Parce qu'au début du projet, on a essayé de stocker des requêtes qui faisaient plus d'un méga et on s'est aperçu que Memcache n'était pas par défaut fait pour stocker des objets qui allaient au-delà d'un méga. Donc, on a basculé finalement sur Redis. Et comment on a fait ça? On a fait ça très simplement parce qu'on avait une interface ici, cache, qui nous permettait de créer un certain nombre de signatures de fonctions. Donc, c'est un contrat d'interface qui a un certain nombre de signatures. Et donc, à partir du moment où on satisfait avec une structure exactement ce contrat d'interface, on peut basculer de Memcache à Redis très facilement.
Donc là, on va revenir juste sur main. Vous allez voir ici, au niveau Oracle, hein, par exemple, je peux basculer en fonction de mon environnement. Je peux basculer d'un modèle à un autre très facilement. Donc grâce justement toujours avec ce système d'interface. Alors pourquoi? Comment ça se fait? C'est tout simplement dans Endpoint, j'ai défini une structure qui reçoit une base de données de type DBStore et un cache de type cache. Voilà, c'est un nom que je lui ai trouvé. Alors, on pourrait dire que c'est ce qu'on appelle en anglais du stuttering. Il aurait fallu que je lui trouve un nom un peu plus approprié, mais disons, voilà. Donc, c'est juste à la création du serveur que je rentre cette structure de configuration. Donc là, c'est vraiment une structure quand on a besoin d'un certain nombre de paramètres, au-delà de 3, je dirais. Au lieu de créer une fonction avec plein de paramètres, on crée justement une structure de configuration. Donc là, c'est le cas ici. Ça permet très facilement en fait de renseigner la fonction. Donc là, j'ai en fait tous mes endpoints, tous mes getters setters qui sont définis à l'appel de cette fonction. Et ensuite, je renseigne un certain nombre de paramètres comme le cache, qu'est-ce que je veux utiliser comme middleware, ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment, en fait, on parle aussi de structure MVC. Ben là, c'est vraiment le premier point d'entrée de l'application. Donc c'est là où vraiment je vais configurer l'application à partir de mes derniers éléments qui satisfont la structure de contrat d'interface. Et donc là, j'ai quelque chose de peut-être intéressant à vous montrer. Donc là, j'ai cache qui est une des facettes, DB qui est une des facettes. Donc DB, j'ai mock. Donc ça me permet justement de moquer des comportements. Donc là, je seed un certain nombre de données dans la base de données. Enfin, c'est une base de données qui est une map, hein, finalement. Vous allez voir, en fait, la structure ici mock, elle contient juste des maps. Donc, ce qui me permet d'appeler avec des UID des éléments de la base de données. Donc, quand je teste localement, c'est un mock qui va se monter. Et puis, quand ça va rentrer en production, c'est la base de données Oracle qui va directement être appelée. Là, ici, j'ai simplifié les requêtes. J'ai fait des select from. C'est pour vous éviter de voir le vrai code en production. Mais disons que les requêtes à l'origine sont des requêtes qui font il faut savoir, ils font plusieurs lignes, elles font une dizaine de lignes à chaque fois. Donc c'est des grosses requêtes, beaucoup plus compliquées que celle-ci qu'on voit, mais c'est pour éviter que le client soit exposé et qu'on voit la modélisation de ces données. Mais ça vous laisse un peu comprendre qu'il y a pas mal de types de requêtes, qu'elles sollicitent beaucoup la base de données. Et donc justement, grâce à ce cache qu'on va pouvoir mettre en place, on va éviter de surcharger la base de données et de créer des petits caches régulièrement. Voilà. Donc là, je voulais vous montrer aussi, au-delà du contrat d'interface qu'on a de la base de données, on a aussi les erreurs. Les erreurs qui sont gérées de manière similaire entre mon mock et ma base de données Oracle. Alors, ça me permet de faire quoi? Ça me permet de faire quelque chose de très très simple. Ça me permet à la réponse, justement, de gérer les erreurs et de voir en fonction du type d'erreur que j'ai, si c'est une erreur de base de données, si c'est une erreur de cache, je peux en fait j'ai la possibilité de loguer les informations. Là, on pourrait aussi rajouter des stratégies pour pouvoir éventuellement faire des retries. Voilà. Et donc, ça permet aussi d'obfusquer au retour de la réponse pour l'utilisateur dans une API. Ça permet de s'assurer de ne pas donner des informations qui pourraient être sensibles. Donc là aussi, on pourrait avoir une fonction à la définition de l'erreur, que ce soit dans DB ou dans cache, de dire log et public. Donc log qui permettrait en fait de dire exactement, de définir
quelles sont les règles de log, et public qui permettrait en fait de communiquer à l'extérieur de l'application. Ça, c'est une petite amélioration qu'on pourrait faire sur ce type d'erreur. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire remonter toutes les erreurs facilement et les loguer de manière vraiment très transparente. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Il y a modèle, oui. Alors, donc là, on a vu les choses les plus compliquées, on va dire. Après, on a les choses vraiment classiques. Donc, le dossier modèle, qui est le modèle de toutes les structures que j'utilise au sein de l'application. Alors, dans une grosse, là, c'est une petite application qui fait que 2000 lignes de code. Dans une grosse application, ce que j'appelle une grosse application, c'est au-delà de 10 000 lignes de code, on va dire. Les structures ne sont pas nécessairement dans un seul dossier. Donc, ça veut dire qu'il y a des structures de temps en temps qui sont juste des structures utilisées pour recevoir des données dans l'API. Et ensuite, il y a des structures qui sont utilisées, par exemple, pour la base de données, donc qui sont spécifiques à la modélisation des données. Et puis, il peut y avoir des structures intermédiaires qui peuvent être des structures de business logic, donc qui sont utilisées pour justement interagir avec les données qui sont reçues et envoyées. Donc, je pense avoir fait un peu le tour. Voilà, je me demande si éventuellement il y a des questions. Je suis hyper ouvert à vos commentaires. N'hésitez pas, hein, vous avez Henri pour vous. Donc, si vous avez des questions. Faut qu'en plus les gens sont connectés, mais Ouais. pose pas de questions. Alors, si vous voulez, là, alors j'ai un truc peut-être qui pourrait vous intéresser. Là, ici, dans les signatures de fonction du contrat d'interface de cache, on voit, il y a bien les paramètres. Par exemple, quand on veut créer un nouveau cache, donc j'ai créé au préalable une nouvelle clé, c'est un UID, et la data, en fait, c'est le retour en bytes, du tableau de bytes de la réponse de la base de données. Donc ça, c'est cette signature de fonction, elle fonctionne très bien. Là, j'ai utilisé en système de routeur, j'ai utilisé Gorilla Mux, mais j'aurais pu utiliser aussi Gin, donc qui rajoute un contexte. Donc ça veut dire que la signature de cette fonction aurait pu être avec en plus un contexte qui nous aurait permis de dire voilà si j'ai un temps de réponse qui va au-delà d'un certain seuil, eh ben, je peux arrêter la requête ou je peux envoyer tel message d'erreur. Donc là, pour l'instant, j'ai utilisé Gorilla Mux, qui ne crée pas par défaut de contexte. Bon, il aurait fallu le créer, mais voilà, c'est pour dire, ça peut avoir un impact sur les signatures de fonction. Ici, peut-être dans service. Donc, j'ai créé une structure de service qui répond à tous les appels de méthode des getters, setters. Donc ici, on voit la structure de service, elle est hyper simple. Elle reçoit un type de base de données qui a les mêmes signatures du contrat d'interface Tor et un cache. Donc ça peut être n'importe quel cache, ça peut être un cache local parce que vous savez, une application en Go, c'est stateful. Et donc, on peut créer directement, on peut moquer des objets et les garder en mémoire le temps de service de l'application. Donc là, il y a tous les getters, setters et la récupération des paramètres. Et grâce à un middleware, donc ici, j'ai un middleware try get cache. Donc l'idée là derrière ce middleware, c'est d'aller essayer de récupérer la clé si elle existe. Donc je fais un hash à partir de l'URL et je regarde si la clé existe dans la base de données Redis. Et si elle n'existe pas ou si elle est périmée, eh ben je vais aller la recréer. Et du coup, c'est ce qui me permet d'appeler en cascade mon service. Et donc j'ai une query à ce moment-là à récupérer l'URL. Et ensuite, je fais ma requête dans la base de données. Et à la fin, je mets à jour mon cache
et je réponds à l'utilisateur, à la personne qui fait la demande de requête. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Je pense que si vous avez des questions, là, c'est le bon moment. Sinon, il y a peut-être quelque chose qui pourrait vous intéresser, c'est des articles. En fait, il y a un certain nombre d'articles qui sont qu'on peut trouver sur Internet, notamment celui de Netflix, qui est assez bien fourni en informations et qui explique ce type d'architecture. Et je vous invite, alors je vais vous le laisser justement dans le chat ici. Donc on voit bien, hein, en fait, en fonction de la structure du projet, on a des modèles d'interface qui permettent de connecter soit avec de l'HTTP, de la base de données. En fait, tout ce qui va à l'extérieur de l'application peut être un contrat d'interface. Et ça, c'est vraiment une des choses les plus simples à mettre en place avec Go. Et je vous avouerai qu'aujourd'hui, c'est une structure de projet que j'utilise pour la plupart des services que je crée. Après, je vous disais tout à l'heure que de temps en temps, il se peut qu'on ait d'autres besoins. Donc, il y a des applications qui sont extrêmement compliquées, par exemple, où il y a des workflows à suivre qui sont d'une complexité vraiment importante. Et dans ces cas-là, il y a des fichiers de configuration qui permettent justement de créer ces workflows et de les configurer de l'extérieur. Donc les architectures justement de ces projets-là sont légèrement différentes. En fait, c'est un certain nombre de fonctions qui sont appelées en fonction des fichiers de configuration. Et où même les endpoints peuvent être définis à l'extérieur du projet par un fichier de configuration. Mais disons que pour, je vais dire, 90% des applications, ce type d'architecture est vraiment facile à maintenir, facile à comprendre pour tout développeur, je pense, et puis assez simple et robuste. Là, pour l'instant, dans cette application, j'ai pas rajouté de tests unitaires. Les tests sont faits localement. On voit si le cache est créé grâce à un Docker qui est monté localement. Et du coup, il n'y a pour l'instant pas besoin trop de définir de tests unitaires, mais on voit bien sur l'organisation de ce modèle de fichier que on peut rajouter facilement des tests s'il y a besoin. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé Gin ou GorillaMux ou Echo ou quelque chose comme ça? Quelqu'un ici a déjà entendu parler ou rencontré des problématiques avec la recherche de framework? Ça peut être déroutant en Go, hein. C'est vrai que il y a. Alors moi, je fais souvent gaffe de pas utiliser les frameworks de la même manière que j'utilisais quand j'étais sur d'autres langages. C'est pas tellement la même philosophie, on va dire. C'est une philosophie très Unix, c'est-à-dire que en Go, on cherche à avoir des packages qui vont essayer de faire bien quelque chose et qui vont pas nécessairement avoir une vision holistique et gérer toutes les problématiques. En fait, on s'aperçoit, il y a beaucoup de problématiques, même uploader un fichier, c'est une problématique qui peut être vue comme quelque chose de très simple, mais dès que on veut renforcer pour des raisons de sécurité son système d'information, on s'aperçoit que uploader des documents, uploader des exécutables, c'est une problématique très complexe et qui peut avoir plusieurs stratégies. Donc avoir un framework qui a une vision holistique, ça peut être finalement réducteur parce qu'on peut s'apercevoir que ça fait
bien quelque chose dans son contexte, mais finalement qui n'est pas capable de gérer toutes les problématiques qu'on peut rencontrer. Je crois que j'ai fait un peu le tour. Camille, est-ce que tu vois Non, moi ça me paraît clair. Tu as parlé des différents frameworks. J'ai pas l'impression qu'il y ait de questions pour l'instant. N'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions. En attendant, je vous partage le lien vers les autres Malte Academy pour la suite si vous souhaitez. Et dans tous les cas, en fait, tout ce contenu sera ensuite disponible en replay. Donc, les personnes qui sont inscrites pourront facilement le retrouver. On va aussi vous envoyer le lien par email. Donc, pour ceux qui se sont un peu déconnectés rapidement ou qui finalement n'ont pas pu participer, on va faire ça. Et voilà, écoute Henri, je te remercie beaucoup. Je pense qu'il n'y aura pas de questions pour cette session. Merci beaucoup d'avoir pris du temps aujourd'hui. C'est pas mal aussi ce format plus court, ça change un peu. Et voilà, je vous ai envoyé le lien pour d'autres Malte Academy. Merci à tous et à toutes. Et encore merci à toi Henri. On se revoit peut-être à la rentrée pour un autre Malte Academy sur Golang. Ça marche. Merci. Merci Bon Camille. après-midi à tout le monde.